Bienvenue dans le Ciné Club Afro, le podcast dédié aux amoureux des cinémas afro. Je suis Samba Doucouré, journaliste pour Africulture. Je suis Essimi Mevege, journaliste et critique de cinéma. Ensemble, nous allons discuter des œuvres marquantes des cinémas afro-américains, afro-européens et africains. Le Ciné Club Afro, c'est une émission live enregistrée sur l'application Clubhouse. Vous pouvez nous rejoindre pour débattre autour du film ou de la série que nous avons choisi de mettre à l'honneur. Bonsoir à tous, je suis content de vous retrouver pour un nouvel épisode du Ciné Club Afro, le club des aficionados des cinémas afro d'Amérique, d'Afrique et d'Europe. On vous retrouve les jeudis soirs sur Clubhouse pour discuter des meilleurs films et séries. Précédemment, nous avons ri en compagnie de Stomy Bugsy lors d'une masterclass d'anthologie, on est d'accord ici mis. Ouais, qu'en replay, hein, qu'on peut toujours, on peut réécouter toutes nos rooms là, en replay sur Clubhouse et tout. Donc, ouais, on avait bien rigolé avec Stomy. Vas-y, je te laisse. Voilà, on a bossé notre culture générale en parlant de Macbeth avec Denzel Washington en rôle principal. On s'est également souvenu du bon vieux temps autour de Genius, la trilogie documentaire consacrée à Kanye West. Et aujourd'hui, on revient 30 ans en arrière pour parler de Jungle Fever de Spike Lee. Je suis Samba Doucouré, journaliste à Africulture, et je suis accompagné de mon binôme Essimi Mevege, journaliste et critique ciné. Bonsoir Samba, bonsoir à tous. Bienvenue au Ciné Club Afro. Alors, je préviens tout de suite, comme indiqué en titre, la room est enregistrée, donc vous êtes conscient que vos propos peuvent être diffusés. Voilà pour la mise au point. Au sommaire, présentation du film et du contexte de sa sortie. Ensuite, vous pourrez monter pour partager votre analyse, nous expliquer pourquoi vous aimez ce film. Là, cette fois-ci, vous n'avez pas intérêt à dire que vous détestez. Sinon, on va vous chicoter. Voilà. Et ensuite, le grand débat du jour. Et on terminera avec un point sur les sorties ciné de la semaine en France et en Afrique. Alors, pour le synopsis, Jungle Fever, c'est Wesley Snipes qui incarne Flipper, un architecte africain-américain, qui noue une relation avec sa secrétaire intérimaire italo-américaine. Ce qui aurait pu être une simple histoire de relation extra-conjugale, comme une autre, elle se transforme en drama politique lorsque les deux proches des deux protagonistes vont s'en mêler. Et Simi, c'est quoi le contexte de la sortie de Jungle Fever en 1991 ? Eh bien, durant le tournage de Jungle Fever, son 5e film, Spike Lee est confronté à une polémique liée à son précédent film Mob de Blues, Samba. Il est accusé d'antisémitisme par des organisations juives américaines qui lui reprochent des stéréotypes antisémites concernant les propriétaires du club de jazz dans lequel exerce Blick, le musicien de jazz incarné à l'écran par Denzel Washington. Spike répond alors dans un édito au New York Times qu'il n'est pas antisémite et raciste et déplore qu'Hollywood, qui a toujours écrit des rôles stéréotypés concernant les Afro-Américains, ne subit aucun reproche par rapport à cela. Le réalisateur ajoute que les scènes concernant les propriétaires juifs dans le film Mob de Blues n'occupent que 10 minutes de son film, une durée infime en comparaison de 100 ans de films hollywoodiens racistes et antisémites. C'est dans ce climat délétère et de suspicion, Samba, que Spike Lee débarque au 44e Festival de Cannes en 1991 pour présenter en compétition officielle Jungle Fever, qui recevra le prix du meilleur second rôle masculin pour la performance de Samuel L. Jackson. Avec le succès critique et public de Jungle Fever, Spike Lee devient en 1991 le chef de file d'une nouvelle vague de cinéastes afro-américains qui va secouer Hollywood, à l'instar de John Singleton avec Boys in the Hood, et changer radicalement le regard sur les Noirs américains au cinéma. Avec ce film, un drame social qui se déroule à New York, Spike Lee renoue avec la thématique qu'il a fait connaître auprès du grand public, c'est-à-dire les relations humaines à travers la question raciale, en abordant cette fois-ci le sujet du couple mixte. En nous exposant les faits de cette relation sulfureuse, le réalisateur donne son point de vue tout en nous laissant une porte ouverte afin d'avoir le nôtre et signe une œuvre majeure sous-estimée dans sa filmographie. À noter aussi que Jungle Fever marquait le grand retour musical de Stevie Wonder qui signait la BO du film 4 ans après la sortie de son dernier album Characters. Voilà, Samba, ce qu'on pouvait dire par rapport au contexte et à la sortie du film. C'était une période très controversée pour Spike Lee, et c'est à partir véritablement de cette période qu'on lui a collé l'étiquette de raciste, anti-blanc, d'antisémitisme, qui va déboucher par la suite après les polémiques concernant aussi Malcolm X. Oui, parce que derrière, il ne se rattrape pas beaucoup en termes de polémique.
Et toi, alors, tu l'as aimé, Jungle Fever? Qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, je vais me resituer à l'époque. À l'époque, quand je l'ai vu au cinéma, j'avais 16 ans. Ouais, j'avais 16 ans. Et ça m'avait profondément marqué parce que c'était la première fois qu'on parlait des couples mixtes, des relations de couples mixtes de manière assez frontale. Et j'étais subjugué aussi par la qualité du casting, notamment la performance de Samuel Jackson le grand frère de Wesley Snipes qui était accro Le accro au Gator. crack et tout l'univers, tout l'univers, la ville de New York, les relations humaines, je découvrais la communauté italo-américaine, tous les rapports humains, les références culturelles, les références politiques. Ce qui m'avait vraiment marqué dans Jungle Fever, au-delà de la mise en scène que je commençais à connaître de Spike Lee, c'était vraiment la qualité, le casting quoi, et la qualité des performances des acteurs et la thématique du film qui va complètement, qui va marquer une étape dans le traitement de la narration sur la question raciale en fond, parce que ça reste toujours la question raciale concernant les premiers films de Spike Lee, et vraiment ça nous avait à l'époque ça m'avait vraiment interpellé sur ce sujet-là, et on avait vraiment trouvé le film très intéressant, vu le contexte aussi, la nouvelle vague de cinéastes noirs américains qui arrivait. Et vraiment, Jungle Fever et le grand retour de Stevie Wonder et la montée des marches. Je me rappelle, j'avais vu à la télévision la montée des marches au Festival de Cannes et tout ce qui se passait, le côté sulfureux de Spike Lee. Vraiment, sur ce film Jungle Fever, c'est un film marquant. Et comme je l'ai dit, que bizarrement n'est pas souvent cité parmi ses meilleurs films. Et moi, je considère que Jungle Fever Bizarre, bizarre. fait partie des meilleurs films de Spike Lee, et que vraiment marque aussi une étape. Et c'était juste le film avant celui de Malcolm X, quoi. Donc il est allé au Festival de Cannes pour la présentation du film, puisqu'il était en compétition officielle, et pendant la conférence de presse, il a annoncé aussi qu'il allait débuter le tournage de Malcolm X. Donc c'est vraiment une période charnière dans la carrière de Spike Lee, et vraiment Jungle Fever, je le conseille à tous ceux qui nous écoutent et qui ne l'ont pas encore vu, vraiment de se pencher sur cette période, la fin des années 80, début des années 90, où il y avait une véritable tension raciale et sociale dans la ville de New York, quoi. Donc voilà. Donc un très bon film. Merci Essimi pour ce rappel, et Atisso a fait remarquer que du coup on devine que tu as 30 plus 16 âge en année. Voilà. Ça m'étonne pas de lui, ça. Ça m'étonne pas de lui. Alors, Atisso, comment ça va? Bonsoir SMI, bonsoir Samba, ouais. Oui, non, c'était pour rappeler Bonsoir. que j'étais encore bon en mathématiques. Ça se Euh, voit. Jungle Fever, alors moi j'étais un petit peu plus âgé que toi. Moi j'en garde un très bon souvenir aussi, quoi. J'en garde un très bon souvenir, il y a des séquences qui m'ont beaucoup marqué, notamment le personnage donc de la femme de Flip, donc le personnage incarné par Wesley Snipes. Mhm. Retrouve justement donc avec ses amis, ses copines pour justement raconter comment c'était tragique pour elle de vivre cette situation. Je trouve que c'était une très belle scène. Mhm. Et je trouve que même dans la mise en scène en fait, Spike Lee en fait il a bien décortiqué en fait toutes les conséquences que ça peut amener en fait Mhm. un couple mixte, aussi bien donc du côté de la communauté italienne que de la communauté afro quoi en fait. Voilà. Et je parle vraiment de manière un peu éclatée là, mais il y a aussi tout ce qui se passe au niveau donc de la drogue qui a donc Oui. Vas-y, vas-y, ouais vas-y. et ça ouais et il a été habile Spike Lee parce que tu vois tu parlais là de Stevie Wonder qui a fait la BO de ce film là, mais il a surtout utilisé une ancienne musique que Stevie Wonder avait fait où il racontait donc la difficulté que c'est d'être noir ou de vivre en tout cas à New York ou aux États-Unis en fait sur une certaine période. Mhm. Bref,
moi, c'est un film, ouais, que je. Le titre, le morceau dont tu parles, c'est Living for the City, en fait. Exactement. De Stevie Wonder, c'est au moment où Wesley Snipes va dans un quartier où il y a vraiment une consommation de drogue, un endroit où il y a tous les toxicos, et justement, la musique de Stevie Wonder commence au moment où il va chercher, où il cherche son grand frère. Pour qu'il lui réclame où est-ce que tu as mis la télévision de notre mère. Voilà. Donc voilà, donc c'est à ce moment-là qu'il y a Living for the City de Stevie Wonder. Vas-y, Mm. continue, je te laisse. Ouais, donc Poursuis. moi, ce film, donc évidemment, parmi les films de Spike Lee, c'est aussi un de mes préférés. Que je retrouvais aussi toute sa marque de fabrique. Tu sais, ce fameux travelling ou dolly travelling, je sais plus trop comment on le nomme. Le dolly shot, on le appelle ça le dolly shot. Voilà, je garde vraiment à l'esprit, tu vois, la séquence où Wesley Snipes et Spike Lee donc, sont en train de discuter un soir où il lui raconte justement qu'il a trompé sa femme. Et je me rappelais des répliques, quoi. H-bomb, nucléaire bomb. Tu vois, il y a des choses comme ça qui restent encore à l'esprit, quoi. Et donc, j'en garde un très bon souvenir. Donc, et après, je l'ai vu une seconde fois, bien plus tard, dans un cinéma. Donc, la copie à l'époque restaurée. Et là, j'ai pas retrouvé, en fait, l'émotion qui était la mienne, en fait, pour la toute première fois, quoi. Voilà. Pourquoi? Je sais pas, c'est peut-être parce que dans le cinéma dans lequel j'étais, on n'était pas nombreux, ou c'était tard le soir, et je disais quoi, en fait, la copie qui a été projetée à l'époque donc dans le cinéma, donc d'Evry à l'Agora, était moins belle peut-être que la toute Ouais. première que j'avais eue, quoi. Et une dernière chose, ouais, pour conclure, pourquoi il est important pour moi ce film-là. Donc on est dans le début des années 90 et à l'époque, on parlait beaucoup donc de la Black Wave. Et je me Ouais, souviens, la nouvelle vague, la vague noire en fait. la vague noire, absolument. Et je me souviens moi à l'époque, donc j'étais à la fac de Jussieu et donc j'étais sur le point de passer un mémoire donc et j'avais envie donc de raconter à l'époque les Noirs sur le grand écran et sur le petit écran, voilà. Et bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais avec mon directeur de l'époque, ça n'a pas pu se faire, quoi. Voilà. D'accord. Ok, ouais, non, mais il faut se rappeler que quand Jungle Fever arrive est présenté au Festival de Cannes en 1991, dont le président du jury était Roman Polanski. On parlait même du Cannes noir, parce qu'il y avait d'autres films afro-américains en compétition. Il y avait le premier film de Bill Duke, A Rage in Harlem, avec Forest Whitaker, déjà à l'époque. Gregory Hines et Robin Givens, et il était aussi en compétition officielle. Je crois que c'était la première fois qu'il y avait deux films afro-américains en compétition officielle, avec donc le Spike Lee et celui de Bill Duke. Et à un certain hangar, il y avait celui de John Singleton, Boys in the Hood. Et justement, le Festival de Cannes, à cette époque, le Festival de Cannes a été une véritable rampe de lancement pour tout le cinéma afro-américain qui allait franchir une étape, puisque Hollywood allait définitivement s'intéresser justement à ces réalisateurs qui arrivaient avec des films aussi divers que sur les hood movies, les couples mixtes, etc. Avec aussi, il y avait New Jack City à l'époque qui sortait, il y avait House Party, donc toute cette diversité au cinéma afro-américain, dont l'essor commence avec le Festival de Cannes, avec ces trois films, quoi. Donc voilà. Samba. Et après, on donnera la parole à Françoise. Non, bah vas-y Françoise, je prendrai la parole après. Françoise. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de me donner la parole. Moi, je me souviens pas quand est-ce que je l'ai vu pour la première fois, mais en tout cas, je l'ai vu il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est toujours un film que j'affectionne beaucoup et que je trouve chouette. Je me souviens surtout quand je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, que de mémoire, il y a toute une première partie du film, parce que c'est comme un film qui est assez long, je trouve. Je crois qu'il fait, je sais pas, quasiment 2h30. 2h10. Non, 2 heures.
Ouais, Ouais, 2 heures. 2 heures. Mais j'ai l'impression, en tout cas de mémoire, que la première partie, je trouvais pas super intéressante. Je me souviens m'être un peu ennuyée dans les 3 premiers quarts d'heure, en tout cas quand je l'ai revu il y a quelques années, en trouvant ça même limite un peu chiant. Et je trouve que tout se passe dans la deuxième partie. Et, euh, et finalement, au-delà du racisme, qui est le sujet principal à mon sens, je trouve que la notion de famille et d'amitié est super intéressante. La façon dont c'est traité dans le film, et souvent d'ailleurs dans les films de Spike Lee, je trouve que l'amitié a toujours sa place. Et surtout, quand je l'ai revu, je me suis dit, je me souvenais pas de la violence qu'il peut y avoir, notamment quand sa famille, la nana, découvre qu'elle est avec un noir, genre il la tabasse, son père la tabasse. Et ça m'avait vraiment beaucoup marqué. Comment elle se fait tabasser par son père à cause de ça, comment aussi un des frères, un moment qui veut date une black, se fait aussi un moment tabasser juste avant sa date parce que ils savent qu'il va partir en rendez-vous avec une femme noire. Ouais, ça c'est vers la fin, ça. Ça c'est Ouais, Paulie, celui qui tient exactement. le Le resto, le bar petit bar, tabac, ouais, ouais. et qui était l'ex-petite amie de Angela, celle qui le trompe avec Exactement, Wesley Snipes, en fait. exactement. Donc je trouve que c'est super violent à quel point c'était fort. Non, mais super film, je trouve, avec encore une fois une partie un peu longue, je trouve au début. Tout se passe dans la deuxième partie, et voilà. Oui, effectivement, mais ce film aussi regroupe plusieurs thèmes. Il y a aussi le colorisme, le fait que la femme de Wesley Snipes dans le film soit métisse, ça joue aussi. Et Le, d'ailleurs, elle en parle à un moment quand il y a une elle en scène parle. La réunion entre toutes les ouais, femmes noires où, pour la première fois, l'une des rares fois au cinéma, aborder toutes les problématiques d'être une femme noire aux États-Unis et toutes les problématiques et toutes les problématiques qui concernent les femmes noires mais d'aujourd'hui. Déjà à mais l'époque, on en parlait. Oui, tu veux ajouter Mais quelque chose, Françoise? ouais, je trouve effectivement, comme tu dis, ce qui est super intéressant, c'est au-delà en fait de se positionner uniquement du côté de Wesley Snipes, qu'on pourra dire en termes de carnation qui est peut-être foncée de peau, entre guillemets, bien sûr. Je trouve ça intéressant effectivement comment celle qui joue le rôle de sa femme, à un moment, elle a un peu un monologue où elle dit, mais tu te rends pas compte à quel point, je sais plus ce qu'elle raconte, mais à quel Ouais, point que c'est elle-même en tant que difficile métisse, d'être. Ouais, ça a été difficile pour elle. effectivement, Chez les Noirs, auprès de la on communauté noire. m'appelait, je crois, Yellow ou quelque chose comme ça quand j'étais Oui, petite, et Mulat, Carteron. et je trouve ça super intéressant à quel point effectivement le sujet voilà, de la couleur de peau, c'est pas qu'un sujet pour les gens entre guillemets qu'on peut se considérer comme foncés de peau, mais c'est pour un sujet pour tout le monde, et effectivement, ouais, voilà. Donc, comme toujours, un point de vue de la société hyper fort, un parti pris hyper fort de la part de Spike. Et j'aime bien, moi, toute la provocation qu'il y a derrière parce que c'est quand même super provocateur. Et certainement très réaliste, encore plus à l'époque. Mais ouais, moi, un film que j'aime beaucoup. C'est fini. Ok, merci. Euh, C'est au tour de Kevin. Ouais, Kevin. Kevin, bonsoir. Kevin, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Vous m'entendez? Oui, on t'entend un petit Un peu peu, faible, ouais. un peu faible. Un peu Ouais. faible? Ouais, là, ça va un petit peu mieux. Là, c'est bon? Ouais, c'est bon. Vas-y, on t'écoute. Je suis comme Eros, je suis en train de faire la bouffe pour mes enfants en même temps. Oui, oui. Donc j'espère que tout le monde vous allez bien. Moi, ce que me rappelle ce film, c'est donc 91, c'est ça la sortie. Le contexte des banlieues. Moi, je suis sarcellois, donc Sarcelles, les cinémas de Sarcelles, la fête du cinéma. On rentrait dans le cinéma, on n'en sortait plus, on glissait dans les salles comme ça. Et j'ai vu ce film-là avec tous mes potes. J'avais 17 ans, je crois. Ouais, c'est ça, 17 ans. Et on avait, nous, dans ce film, on s'est retrouvés parce qu'on avait ce contexte un petit peu affrontement ça commençait à avoir l'affrontement des cultures. Il y avait les bandes, hein, le clan des Noirs, le clan des Juifs, le clan de ceci, le clan de cela. Et quand tu sortais justement avec
une blanche ou sortait avec une tunisienne ou autre, on a vu ce film-là comme si c'était un effet miroir, en fait. D'accord. Donc, il y avait plein de gens qui se remettaient en question, etc. Oui, tu travailles la communauté, tout ça. Donc, je pense que Spike Lee, au-delà même de peut-être parler d'un problème intramuros, on dira. Je pense que c'était quelque chose d'assez même un problème mondial, en fait, hein, carrément, je dirais. Et donc, moi, je trouve que ce film, jusqu'à maintenant, il me perturbe. Les parties avec Samuel qui se dit croquer ses parents en faisant une danse pour sa mère et son père qui récite, je crois, des versets de la Bible, je crois. Donc, il y a je crois que c'est aussi la première fois où on voit Alberi, je crois. Oui, c'est son premier, c'est son premier rôle au cinéma, en fait. C'est dans Jungle Fever qu'elle débute sa carrière d'actrice. Ce côté-là trash de Samuel Crackhead avec Alberi, toutes ces scènes, même je crois qu'il y a une scène à un moment où il parle de l'homme noir, mais de l'homme noir qui vient d'Afrique. Oui, ça c'est cette scène-là, c'est les femmes. C'est les femmes qui se réunissent quand voilà, quand elles sont ensemble. Ça m'avait marqué aussi. Non, donc ouais, bah tout ça pour dire que franchement, jusqu'à maintenant, je pense que c'est un film qui est d'actualité encore. Et que pour ceux qui l'ont pas vu, moi déjà, juste en voyant la room, je dis bah ouais, je pensais pas, faut que je revoie le film. Donc faut que je me mette à le revoir d'ici à la fin de cette semaine. Mais je conseille à tout le monde vraiment d'aller le voir parce que et je suis un peu d'accord avec je crois que c'est Françoise que la première partie où les 15-20 on s'emmerdait à mourir et plus ça avançait en fait dans le film, plus on se sentait concerné et plus on se sentait impliqué dans le film. Voilà ce que je voulais dire. Ouais, c'est vrai que le début du film, il faut qu'il campe la situation, quoi. Faut qu'on découvre la famille, tu vois, Wesley Snipes, son travail, architecte dans un cabinet d'architecte, UP, tout ça. Donc il place. Et en plus, ça va. Bah écoute, moi j'ai 17 ans, je suis un peu con, je veux de l'action, je veux des trucs, tu vois. Et je me dis mais qu'est-ce qui me dépeint, c'est vrai que c'est sympa, mais en plus t'as vu on est à la période de Bollywood où exactement, donc exactement, voilà. Exactement. C'est un film qui tranchait par rapport aux sorties qui tranchait par rapport à des films comme Bones in the Hood, des films comme House Party, New Jack City, Straight Up Brooklyn. Non, Menace, ça c'était après. Ça c'est l'année 91 où tous ces films-là sortent en même temps, quoi. Tu vois, où les Wood Movies vraiment Juice de Ernest Dickerson. Donc, donc ça évite, ça tire dans les quartiers, etc. Là, c'est quelque chose de beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus posé, des adultes, un certain niveau social, etc. Donc c'est complètement différent de ce qu'on a l'habitude de nous proposer les nouveaux réals afro-américains. Ok, merci. À Céline. Coucou Céline. Bonsoir Céline. Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va. Bon, c'est très bien. Alors moi, j'ai pas revu le film, mais je vais parler uniquement de mes souvenirs et surtout du ressenti du film, parce que c'est vrai que pour moi, ça a été vraiment un choc. Ce film, quand je l'ai vu au cinéma, quand c'est sorti, parce que je suis un peu plus vieille que vous. Et j'étais hyper surprise déjà de voir un homme noir successful, qui a resté dans la vie, avec une femme noire, où tout lui réussit. Donc déjà, déjà le voir ça à l'écran, j'ai fait waouh. Il est architecte, c'était quand même quelque chose de, c'est pas quelque chose qu'on voit vraiment. En tout cas, à cette époque-là, on voyait pas ça. Non, on voyait pas ça du tout. Donc du coup, on pouvait voir, on voyait peut-être des mecs businessmen, mais pas forcément des gens dans la création. Donc déjà, c'était déjà un autre univers. Et du coup, moi, j'ai pas réussi au début à me faire, effectivement, c'est la première partie, puisque en fait, c'était vraiment très New York.
donc le niveau de vie. Mais bon, on se laisse quand même happer par l'histoire. Et là où en fait, là où Spike il est fort, c'est qu'il ramène la condition donc de Wesley au niveau de sa famille, parce que sa famille c'est vraiment la famille typique américaine, où il y a des références qu'on connaît en tout cas dans les films. Donc ça restait vraiment très il montrait les deux quoi. Donc d'une famille modeste à quelqu'un qui a réussi. Et avec ce fameux frère, parce que c'était aussi l'époque du crack qui commençait à arriver, où on commençait beaucoup à parler de l'impact de la drogue. Du crack, ouais, effectivement. Ouais, du crack dans les grandes cités, villes. Dans les grandes villes, et surtout chez les Noirs, en fait. Surtout chez les Noirs. New York, Los Angeles, surtout. Ouais. Et donc, c'était vraiment l'époque du crack, et du coup, je vais pas parler du jeu c'était incroyable, c'était tellement réaliste que c'était vraiment, moi, franchement, même encore aujourd'hui, quand je regarde ce qu'il a fait, c'est vraiment, c'est hyper réaliste, quoi. Tout était parfait. Donc il y avait ce côté-là, mais moi, ce que je retiens de ce film, c'est vraiment, donc quand il y a eu toute cette, je pense que je me positionne plus sur le côté féminin. C'est-à-dire que moi, j'étais vraiment bouleversée par cet homme qui détruit sa famille et qui, en fait, qui n'a pas un moment de lucidité. Parce que, en fait, tout va mal. Et il va tout droit dans un mur. Et puis, il y avait aussi l'autre côté. Si, quand même, parce qu'il trompe sa femme. Après, il tente de s'expliquer, mais elle, tu vois, il tente une explication. Donc, il s'en va la revoir, mais elle le jette. Donc après, une fois qu'elle le jette, il s'en va, il retourne avec son amante, quoi, en fait. Donc je pense que à ce moment-là, il a une part de lucidité, qu'il a commis une grave erreur. Et il tente de se racheter, ça marche pas, et après il retourne chez son amante. Oui, donc il a pas très bien essayé, hein. On est bien d'accord. Mais ce qui est intéressant dans le film, en tout cas, c'est de montrer la position de la femme et comment elle a été blessée. Et le fait d'avoir articulé ça, moi j'ai trouvé ça hyper, ça m'a hyper bouleversée, parce que c'est vrai que c'est pas des choses. Encore une fois, à cette époque-là, on parlait pas de ce genre de choses. Tu vois, c'était pas, enfin en tout cas, c'est pas démontré. La femme noire était censée être forte. Ça c'était le truc à la mode. You're a strong black woman. On prend tout et on accepte, et en fait voilà quoi. Et là, il a réussi à montrer une autre facette d'une femme blessée, qui ne comprend pas, et qui se remet en cause, et et la peine et tout ça. Moi, j'ai trouvé ça vraiment ce passage-là, j'ai trouvé ça bouleversant. Pour moi, c'est ce que je retiens du film, plus que la partie je sors avec une blanche. Non, c'est vraiment pas ça que je retiens du film. Moi, ce que je retiens du film, c'est vraiment le crack qui est arrivé et commence à bousiller les familles. Et on le voit d'ailleurs dans celle de Wesley Snipes avec son père et sa mère, qui est vraiment représentée avec l'acteur Ozzie Davis et Ruby Dee, qui représente la famille afro-américaine traditionnelle, très croyante. Donc voilà, avec avec des véritables valeurs afro-américaines. On le voit vraiment dans le film à un moment, je ne sais pas si tu te rappelles, Céline, où il y a le dîner où il présente justement. Il ose amener son amante chez son père et sa mère, avec le dîner. Donc c'était vraiment. Ça aussi, c'est une scène qui est très marquante. On appelle ça une maîtresse, Céline. Maîtresse, oui. Mais d'ailleurs, je crois qu'il part, le père. Il dit qu'il dîne pas là, de mémoire, il se lève et à un moment, il dîne pas. Je vais pas dîner avec vous, quoi. Oui, il dit je ne dîne pas avec des proxénètes. Voilà la phrase qu'il dit. Et donc il se lève et après il s'en va. Moi, j'ai trouvé toute cette partie du film vraiment très puissant, parce que c'est pas du tout l'image qui a été véhiculée avant, quoi. C'était pas du tout l'image qu'on avait. Et puis ça traduisait aussi certaines choses qu'on n'arrivait pas forcément à exprimer Donc moi, j'ai trouvé ça vraiment très, très bien. Et c'était la partie que j'adorais. Mais après, la partie à Wesley Snipes qui trompe sa femme, bon, ça c'était ok. Ça c'était un sujet.
Oui, c'est un sujet, c'est un détail. Voilà, moi je trouve ça comme un détail, exactement. Oui, c'est un détail parce que ça nous montrait une certaine tension à l'époque, comme tu dis, le crack qui arrive, les meurtres racistes. Parce qu'il faut savoir qu'au début du film, on voit une photo, Spike Lee rend hommage à un jeune adolescent noir qui s'appelle Yusuf Hawkins. C'est la première photo qu'on voit avant que le générique commence. Et Yusuf Hawkins, il faut savoir que c'était un jeune adolescent de 16 ans qui a été tué par une bande de blancs dans le quartier de Bensonhurst. Alors, Bensonhurst, c'est le quartier majoritairement italo-américain de Brooklyn, d'où là où se passe une partie du film Jungle Fever, puisque la famille d'Angela, ils viennent de Bensonhurst. Et ben, ce jeune adolescent Yusuf Hawkins a été tué par une bande de jeunes blancs un soir, parce qu'il se baladait avec son frère et 2 de ses amis. Et une bande de jeunes les croise et décide de les frapper, de les attaquer, de les frapper. Et lui, parmi cette bande-là, il y avait un jeune qui avait une arme à feu et il lui a tiré 2 fois dessus. Deux fois dessus, et il a été tué, quoi. Donc ça avait suscité vraiment des manifestations, des polémiques. Donc voilà, donc on était vraiment aussi dans une Amérique où c'était très tendu au niveau de la question raciale. C'était c'est 89, ça s'est passé, ce meurtre-là. C'était la même année où il y avait les 5 de Central Park accusés d'avoir violé une femme blanche à Central Park. Donc c'était vraiment une époque très, très, très tendue, et au fur et à mesure que le film avance dans Jungle Fever, on ressent cette tension. On la ressent, qu'elle soit relationnelle ou même dans le contexte, même dans la ville de New York. Mais même notamment, je trouve, parce que quand tu parles de Central Park, de mémoire, ils en parlent quand ils sont dans le bar, à un moment, la famille italienne, ils font référence à Central Park. Et il y a aussi un moment où, en parlant de tension, quand on parle même de ce qu'il dit, mais quand il dit, ils nous ont tout pris, genre les Noirs, le sport, la musique, blablabla, qu'est-ce qu'il nous reste pour nous, c'est assez puissant, je trouve. Oui, ça nous permet de bien comprendre le contexte de l'époque. C'est marrant parce que ça fait en plus écho à une scène qui ressemble dans... justement, ils sont dans le resto italien et ça parle des référents africains-américains qui sont des stars, et le fils du pizzaiolo, il est justement fan de ces personnes-là, et je trouve que ça faisait un peu... Ouais, tu parles de Do the Right Thing, là. Tu parles de la scène de Do the Right Thing. Ouais. Effectivement. Et en plus, c'était une période aussi, il y avait les élections municipales. Il fallait savoir à l'époque, dans ce New York-là où il y avait véritablement une tension raciale et puis la montée du crack, de l'insécurité, le maire, c'était un Afro-Américain, c'était David Dinkins. Il est évoqué, Françoise, quand tu parles de la discussion qu'ils ont tous, là, les Italo-Américains dans le bar de Poli, dans le bar de Poli, et il parle de David Dinkins, ils n'ont pas voté pour lui. Il y avait Rudy Giuliani déjà à l'époque, qui se présentait et qui avait été battu par David Dinkins à la mairie de New York. Donc, beaucoup de références culturelles, politiques, dans le film, quoi. Donc voilà. Samba, ton point de vue sur Jungle Fever? Alors attends 2 secondes parce que je dois récupérer un colis là et je viens donner mon avis. D'accord. Un petit peu. Donc qu'est-ce qu'on pouvait dire aussi par rapport à ce film-là? C'est aussi le premier film en tant qu'actrice de Queen Latifah. Il faut savoir que dans le film, elle a une scène où elle est serveuse et elle refuse de servir Wesley Snipes accompagnée de sa maîtresse Angela parce qu'elle est blanche. Il y a une scène, c'est une scène qui est très très marquante. Elle lui dit carrément qu'est-ce qu'un noir fait avec cette femme blanche, qu'est-ce que tu fais ici dans le restaurant, et elle refuse déjà au début elle est antipathique et ensuite par la suite elle refuse de le servir. Donc c'est son premier rôle au cinéma en 91 pour Queen Latifah. C'est aussi, comme on l'a déjà dit, c'est le premier rôle aussi d'Halle Berry, qui avait supplié Spike Lee
d'être dans le film et c'est elle qui a décidé vraiment ce personnage de drogué, de prostituée droguée qui se droguait c'était la petite amie de Samuel Jackson dans le film, elle se droguait justement elle se prostituait pour lui, pour se payer les doses et tout. Donc c'était vraiment Alberi. Elle ne s'était pas lavée elle ne s'était pas lavée pour faire ce rôle. Elle avait vraiment pris à cœur c'est un petit rôle. Hein. On la voit 2 fois hein, au début dans le parc quand Wesley Snipes annonce à Spike Lee qu'il a trompé sa femme, et à la fin aussi quand Wesley Snipes vient récupérer le poste de télévision, quand embarqué son frère dans ce qu'on appelle le Taj Mahal, l'endroit où il y a tous les toxicomanes. Hein, n'est-ce pas, Tissot? Yes, Taj Mahal. Donc voilà, donc c'est vraiment un film de première générationnelle, quoi. Oui, Samba? Ouais, alors bon, bah, je sais pas s'il faut relever le fait qu'Atisso ne trouve pas belle Ali Berry dans le film. Bah, c'est vrai on l'avait pas remarqué sa beauté. Hein. Toi, si t'avais remarqué sa beauté. Après, moi, je sais pas, moi, j'ai reconnu Ali Berry, donc j'ai trouvé belle tout de suite. Hein. Moi, ça m'a pas. Non, mais nous, à l'époque, on savait pas qui c'était. Hein. Quand le film est sorti au cinéma, nous, on ne connaissait pas. Mais en tout cas, parce que moi, du coup, moi, je suis né en 88, donc du coup, moi, j'ai pas vécu le contexte dont vous parliez, et en fait quand je regarde Jungle Fever, moi je connais Ali Berry comme une superstar, et donc en fait je suis complètement enfin c'est un des trucs qui m'a marqué très rapidement dans le film, c'était la présence d'Ali Berry et le rôle qu'elle joue. Je dis mais c'est pas possible, c'est pas elle. Enfin, je l'ai jamais vue dans un rôle comme ça où elle ressemble vraiment au toxico. En plus, moi, j'ai grandi à Stalingrad dans le 19e, donc j'ai vu ces toxicos-là et de les voir là comme ça, j'ai trouvé ça en fait génial. En fait, moi, franchement, le couple qu'elle forme avec Samuel Lee Jackson, je trouvais formidable. Moi, la danse qui fait Gator là, où il dit voilà, moi je vais agresser les vieux si tu me donnes pas de l'argent, et je vais le faire, I'll do it. Je trouvais ça mais fabuleux. Et en fait, moi ça m'a pas ennuyé le début du film. Je sais pas, moi ça m'avait ça m'a pas choqué. Et en fait, même limite, je trouve qu'une fois la demi-heure passée, je me dis, mais en fait, qu'est-ce qu'on va raconter? Parce que là, ça y est, il a tout. Il a quitté sa femme, Ouais. il embrouille, il a tout eu, tu vois. Et donc, je me demandais bien ce qu'on va raconter. Et en fait, ce qui est marquant, c'est que le synopsis, ben, il laisse entendre que c'est une histoire d'amour impossible entre un noir et un blanc, etc. Et au final, au bout des 2 heures, on se rend compte qu'on n'a quasiment pas parlé d'amour. Il n'y a quasiment pas d'amour dans ce film. Il y a l'amour dans le sens plus même du côté des familles, des relations entre les parents et leurs enfants. Exactement. C'est peut-être à ce niveau-là qu'on voit de l'amour, mais au final, leur relation à eux deux, en fait, on ne sait même pas vraiment pourquoi ils s'aiment, en fait, qu'est-ce qui les attire les uns vers les autres. Et en fait, le film, il est essentiellement politique. C'est ça que j'ai trouvé marquant, surtout là en deuxième visionnage. Et c'est assez, je trouve assez remarquable en fait la façon dont on déroule en fait énormément de discours politiques qui peuvent être un peu complexes, mais qui sont finement déroulés en fait tout le long du film, que ce soit dans la discussion entre les femmes, où ben en fait on a un condensé de tous les débats qu'on voit sur les réseaux sociaux. Exactement. Il avait 30 ans d'avance. J'ai l'impression de voir, d'écouter 8 heures de débat dans les réseaux sociaux, mais condensés en 2 minutes. Et je trouve que quand même pas, ça fait plus de 2 minutes. La scène, mais sur la scène des femmes là, quand elles sont retournées, la scène elle n'est pas hyper longue. Non, elle n'est pas hyper longue. Mais tout le questionnement, les arguments sur la question des hommes noirs qui aiment pas, voilà, dès qu'ils ont un peu de pouvoir, et ben se tournent vers les blanches, etc. Tout est déroulé de manière assez synthétique et plutôt bien menée.
Et en fait, même au moment de la rupture, je trouve, enfin, c'est intéressant ce moment où Flipper dit, bah voilà, en fait, on va dire que c'est toi, tu voulais fantasmer sur les noirs et puis basta, et moi en fait, je fantasmais sur les blanches et puis c'est fini. Et je trouve ça assez étrange et unique comme façon de rompre, parce que finalement on parle même pas du tout. On parle pas de sentiments, quoi, et en fait c'est pour ça que, comme je disais dans le synopsis, au final au départ on se dit c'est une histoire, Simple histoire d'amour, mais en fait à partir du moment où c'est sorti du cadre entre eux deux, et que ils en ont parlé à leurs proches, et en fait tout devient politique, et il n'y a que de la politique, et en fait c'est le qu'en dira-t-on, qu'est-ce que ça représente par rapport à notre histoire, qu'est-ce que ça représente par rapport aux hommes noirs, aux femmes noires. Moi, j'étais une femme, on m'a stigmatisé parce que j'étais la femme noire la plus blanche. Et en fait, tu me ramènes encore une femme encore plus blanche que moi, donc qu'est-ce que ça dit? C'est vraiment, tout est politique, et c'est ça qui m'a marqué. Et clairement, pour moi, c'est dans mon top 3 des films de Spike Lee, hein, Jungle Fever. Je trouve ça incroyable. Et en plus, c'est 91 et on est en 2022. Je pense qu'il y a, tu peux dire exactement les mêmes, tu vas avoir les mêmes débats, les mêmes questionnements. Et le truc, qui me fait un peu flipper, c'est que je suis même pas sûr qu'en France, aujourd'hui, on puisse sortir un film qui va parler des choses aussi crûment, alors qu'en fait, aux États-Unis, on en a parlé comme ça il y a 30 ans, quoi. C'est ça qui est assez marquant. Il y a Céline, tu voulais rajouter quelque chose, François? Oui, je voulais juste dire en bas parce que c'est pas parce que ils ont une relation sexuelle ensemble qu'ils s'aiment, en fait. Faut pas mélanger les deux. Oui, mais et c'est pas parce qu'ils restent ensemble un peu par défaut. Et c'est ça, c'est qu'ils restent un peu ensemble, et ils vont même s'installer ensemble, c'est ça, mais, en fait. Mais ça veut pas dire qu'ils s'aiment, en fait. Ouais. Donc voilà. Mais en même temps, normalement, on s'installe pas avec quelqu'un juste pour une relation sexuelle. On se dit qu'il y a quand même quelque chose, et peut-être ils sont persuadés quelque chose, mais en fait, on le voit pas du tout, quoi. Samba, excuse-moi de te couper. Il s'est fait jeter de sa maison. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Donc il fallait bien qu'il trouve un endroit où vivre. Et il n'est pas obligé de la prendre avec elle, la nana. Hein. C'est un homme noir. Je ne réagirai pas. Je ne rebondirai pas là-dessus. Céline, tu voulais rajouter quelque chose? Non, je voulais juste dire que j'ai trouvé très pertinente tes remarques, Samba. Alors, je ne sais pas si, parce que j'ai pas eu le temps de le voir une deuxième fois, mais je trouve que c'était je trouve que c'est très intéressant ce que tu viens de dire. Voilà, c'était juste ça. Merci. Ok. Kevin, tu veux rajouter quelque chose à Tissot avant qu'on passe au débat? Non, vous m'avez grave donné envie de le revoir, quoi, en fait. Donc, je vais regarder dans mes archives, là, si j'ai un lien ou le DVD. Ok, alors, Essimi, la question polémique. Est-ce que Jungle Fever est un film contre le métissage? Est-ce que tu peux poser les termes du débat? J'ai eu l'idée de cette question. Pourquoi? Parce que déjà ça m'avait perturbé, enfin ça m'avait pas perturbé, ça m'avait interpellé à l'époque. J'explique, je resitue le contexte. C'est une phrase de Spike Lee lors de son interview dans l'émission Le Divan d'Henri Chapier pendant le Festival de Cannes qui m'avait interpellé quand l'animateur lui posait la question. Une formidable interview d'Henri Chapier, hein, Le Divan. Hein. Je pense que c'est la meilleure interview télévisuelle de Spike Lee. Donc, Henri Chapier lui pose la question s'il est déjà tombé amoureux d'une femme blanche. Spike répond: honnêtement, je ne crois pas que j'épouserai une femme blanche. Je ne veux pas dire que les femmes blanches ne sont pas dignes de m'épouser. C'est simplement une question de goût personnel. Moi, je préfère les femmes noires. Et ça, cette interview-là, je l'avais vue avant de voir le film, en fait. Et je me suis posé la question, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'est pas attiré par les femmes blanches
est-ce que le film va être de cette teneur-là? Est-ce que il ne pourra pas y avoir de rapprochement entre les Noirs et les Blancs? Et en fait, quand tu regardes le film, c'est beaucoup plus complexe que ça, en fait, parce que on peut penser que, au vu de Jungle Fever, c'est chacun qui reste chez soi, on ne se mélange pas. Mais quand même, Spike Lee nous ouvre la porte, nous laisse une petite note d'espoir entre John Turturro, Polly et une cliente afro-américaine qui est campée à l'écran par Tyra Ferrell et qui vient, au début on la voit acheter son Ebony, acheter son Ebony et le Times dans le bar tabac, et par la suite Polly est séduit par elle. Donc on voit un peu l'ouverture entre guillemets d'esprit qu'ont les deux personnages par rapport à tous les protagonistes du film. Et là je me suis dit que finalement c'est pas si évident que ça. Donc je voulais poser cette question et après je donnerai véritablement mon point de vue, mais j'attends d'abord le vôtre. Si justement Jungle Fever n'est pas contre, c'est pas un film qui est contre, si c'est un film ou pas qui soit contre le métissage, quoi, en fait. Voilà. En fait, c'est très complexe à répondre. C'est très compliqué pour moi de répondre à cette question quand on voit Jungle Fever. Samba. Oui. Alors moi, ouais, en fait, disons qu'en fait, le film pose les problèmes de la question du métissage. Parce qu'en fait, quand on parle de métissage, on pense tout de suite c'est le mélange des cultures, c'est le mélange des populations, et donc ça permet de mettre fin aux conflits et de les résoudre. Et en fait, ce film, il pose les bases de pourquoi, en fait, non, c'est pas forcément déjà quelque chose qui va apaiser les situations. Elles peuvent les envenimer, et on a des personnages, notamment celui de l'épouse de Flipper, qui est clairement justement une métisse, et pourtant elle dit que c'est très compliqué d'être son une histoire métisse personnelle et témoigne que non, en fait, c'est pas plus, ça facilite pas les choses. Exactement. Voire même ça les empire, parce qu'au final, elle a un statut hybride, et elle vit encore plus mal le fait que son mari noir se trouve avec une femme blanche. Donc c'est une illustration du fait que, en fait, cette question de métissage n'est pas une question qui règle les problèmes. Et qui règle le problème. Et si tu te rappelles bien, il y a aussi une scène du film entre Angela et Flipper où elle pose la question, ils sont dans leur chambre, où elle pose la question s'ils voudraient avoir un enfant avec elle, en fait. Et Flipper, Wesley Snipes, il dit non, moi je veux pas de métis, je ne veux pas de mulâtre, je veux pas de quarteron, non. Tavon. Donc voilà, et Angela lui répond mais ta femme elle est métisse, donc tu dis que tu veux pas de métisse alors que ta femme elle est métisse. Et lui il dit non, ma femme elle est certes métisse, mais notre enfant il est noir, il est pas métisse. Donc voilà, donc ça rejoint à peu près ce que tu dis. Et pourtant l'enfant est clair, et on voit que quand il visualise son enfant plus tard à travers elle est claire, et aussi blanche que Ali Berry, et donc non, sa fille n'est pas en tout cas noire comme il a l'air de l'affirmer comme ça avec aplomb, et donc sa fille est octavone finalement aussi. Donc, on ouvre le débat. Est-ce que le film Jungle Fever est un film contre le métissage? Alors, il y a Gladys qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Gladys, à toi l'honneur d'ouvrir le débat sur cette question. Merci. Bonsoir tout le monde. En fait, moi, je voyais pas trop que c'était un débat sur le métissage, mais plus sur le colorisme, le film, et tout ce que ça en découlait. Mais après, oui, ce que a dit Samba par rapport
au discours de Flip. Je me rappelle aussi qu'il a dit par rapport à sa fille, je crois, quand sa maîtresse lui dit, ben, ta fille, elle est métisse, oui, mais elle se comporte comme une noire. Enfin, elle a la culture noire, elle parle noir, elle mange noir. Donc, pour lui, sa fille, elle est noire, en fait. Donc, déjà, même lui, il a un rejet quand même de tout ce qui est métissage, bien qu'il soit marié à une Et métisse. qui la trompe Et avec une c'est femme blanche. Voilà, c'est un peu culotté. En plus, il dit qu'il est pro-black. Enfin, il arrête pas de lui dire je suis pro-noir, donc il est hors de question que qu'on ait un enfant métis ensemble. C'est un peu, enfin bref. Mais surtout, moi, j'ai vu que c'était un côté plus sur le colorisme en fait, et sur la relation entre les hommes noirs et les femmes noires, et surtout aussi entre les blancs et les noirs en fait. Donc oui, vous avez parlé de la petite table ronde avec toutes les femmes qui parlent de pour les hommes noirs, enfin la femme noire, à partir du moment où elle est éduquée et qu'elle gagne un peu plus d'argent, elles sont pas intéressantes, et que même si elles sont métisses ou light skin comme Halle Berry, ça suffit même pas. Vaut mieux se tourner vers les blanches en fait. Donc je sais plus ce que je voulais dire. Non, vas-y, prends ton temps, prends un peu ton temps, vas-y, développe, c'est intéressant. Donc oui, et après des Italiens aussi qui admirent d'un côté les Noirs, mais aussi qui sont, enfin c'est juste de la jalousie, mais ils sont jaloux jusqu'à haïr les Noirs pour être bons dans ce qu'ils font, en pensant qu'en fait par ce biais-là ils leur volent plus ou moins du travail, enfin je sais pas, la lumière on va dire, puisqu'ils sont excellents et qui représentent enfin ceux qui dans les sports, c'est eux qui sont tendance la en fait. représentation. Ils sont tendance. Voilà, qui sont tendance. Enfin malheureusement du côté des blancs, ça conduit quand même à un côté beaucoup plus violent, puisque à chaque fois, la scène où la maîtresse se fait frapper par son mari, vraiment, ça me choquée, par son père. Ouais. Mais vraiment, elle se fait tabasser. J'étais vraiment choquée, tout ça parce que ta fille sort avec un homme noir, mais on sait que ça existe dans d'autres communautés, on s'en est parlé. Voilà que si la sœur sort avec un homme noir, il y a de fortes chances pour qu'elle aussi se fasse battre de la même façon. Donc oui, moi je pensais plus que ça porte sur le colorisme et sur la différence entre blanc et noir plutôt que sur le métissage. Mais après, est-ce que c'est pas la même chose, le colorisme et le métissage? Souvent le colorisme, il est, enfin en tout cas, il est exacerbé dans les sociétés où il y a eu beaucoup de métissage. Mais par rapport à tout ce que tu dis, Gladys, si on t'écoute bien, à la question si Jungle Fever est un film contre le métissage, par rapport à tout ce que tu as dit concernant le film, c'est oui en fait. Puisque à t'écouter, tout ce que tu as relevé dans le film montre que les gens ne peuvent pas, tu vois, ne peuvent pas se mélanger, et ça ne crée que des problèmes. Oui, mais d'un côté, j'ai pas l'impression que ce soit le discours de Spike Lee. Je sais pas comment dire. C'est plus, il met en avant, il dépeint la vision de la population. Mais j'ai pas l'impression que ce soit Spike Lee qui dise qu'il est contre le métissage, en fait. Mais plus la population en oui, il fait en fait, il donne. C'est la société, voilà, en fait, il dépeint la société. Donc, de fait, ce qu'il démontre, c'est que la société, oui, est est assez communautariste et donc contre le métissage. En tout cas, c'est flagrant dans le film quand même. Oui. À mon sens. Hein. Céline? Oui, je pense qu'effectivement, on peut. Si on répond juste à la question, est-ce que le film est contre, enfin, ça va être difficile de trouver des arguments pour. Ouais. Mais maintenant, je pense qu'il faut quand même remettre dans un contexte de société. Je pense qu'à l'époque, effectivement, vu que toutes les tensions qui n'avaient pas été adressées, notamment entre les communautés black, italiennes, avec la drogue, etc., avec les riches, les pauvres, etc., donc il y avait tellement de disparités entre les gens que ce que dit le film, c'est qu'on n'a pas résolu nos propres difficultés, et donc si on se mélange,
c'est des difficultés supplémentaires. C'est-à-dire qu'on apporte chacun nos problèmes et en fait, ça ne résout pas en fait tout l'environnement. Moi, je pense sincèrement que ce discours de Spike Lee a évolué dans sa carrière. Voilà, je pense que ça, c'était au tout début. Et alors après, peut-être que pour les spécialistes de Spike Lee, vous me direz peut-être le contraire. Hein, mais en tout cas, cette vision un peu tranchée où il n'y a pas de... il n'y a pas comment dire, de possibilité de s'en sortir. Je pense que ça s'est atténué dans le temps. En tout cas, c'est un peu ce que moi je ressens. Mais ce film-là, clairement, est dérangeant sur ce plan-là parce que, contrairement aux autres films américains, il n'y a pas de happy end. Ouais, non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de happy end. Alors moi, je suis pas forcément... Je peux me permettre de parler Françoise, avec ce que vient de dire Céline, elle pense que le discours de Spike Lee s'est atténué avec le temps. Moi, je pense pas. Et d'ailleurs, sa filmographie, je trouve, le démontre. Et encore une fois, je trouve que c'est au-delà de Spike Lee, l'individu. C'est le regard de Spike Lee sur la société. Et finalement, tout ce qui se passe aujourd'hui, ne serait-ce que le massacre au Texas hier ou avant-hier, je ne sais plus, le démontre en fait. Donc je trouve que je vois pas comment Spike Lee, qui est hyper effectivement, au-delà d'être tranché, c'est pas tranché, c'est je mets la caméra sur la société. Voilà ce que donne la société. Voilà ce que dit la société. Voilà ce que pense la société. Là, on n'est pas dans de la fiction, en fait. On parle du métissage. Bah oui, parce que son regard sur le métissage... Oui, mais c'est lié à la société, c'est au-delà du métissage. J'ai pas dit le contraire, j'ai pas dit que c'était lié à la société. C'est pas ce que j'ai dit. Je dis simplement que le film, en tout cas, met en avant qu'il n'est pas favorable à un métissage, puisque il y a des difficultés dans la société et que ces difficultés-là, si tu arrives avec tes problèmes de ta communauté, plus moi avec ma communauté, ça ne va pas s'annihiler, ça va juste s'additionner. Ce que je dis, c'est que dans sa filmographie, il le présente différemment et je ne pense pas qu'il le présente comme étant enfin, aujourd'hui, hein, parce que je trouve que sa façon de filmer est peut-être moins tranchée. Je n'ai pas dit que... Non, je suis d'accord avec toi là-dessus, Céline, ça m'a... Je dis simplement, j'ai l'impression qu'il a... qui s'est assagi. Et de toute façon, la société a aussi évolué. On ne peut pas... On dit ça aujourd'hui, ça c'est pas possible. Donc c'est ce que je disais. Je voulais... Atisso, vas-y. Ouais. Vas-y. Alors, à la question, est-ce que c'est un film contre le métissage, je vais revenir moi sur la trajectoire plutôt du personnage de Flip et du personnage d'Angela. Ce que ce film montre, pour moi avant tout, même si c'est pas toi, Céline, t'as pas le sentiment d'une happy end, on revient à la boucle de départ, quoi. C'est-à-dire que dès le début du film, si je m'en souviens bien, l'ouverture, c'est un couple qui fait l'amour, et à la fin du film, on revient sur le même couple qui fait l'amour. Sauf que... Vas-y. Ouais. Donc, ce que je pense, moi, ce qui raconte surtout ce film-là, c'est qu'à un moment donné, qu'un homme noir se mette avec une femme blanche, ça a des dégâts, aussi bien du couple ou de la communauté noire que de la communauté blanche. Et ce qui semble démontrer, en fait, c'est que c'est retour à la case départ, en fait. Donc, pour moi, c'est pas un film. Enfin, en tout cas, la question là que tu soulèves pour ce débat là, Essimi, je sais pas comment on peut l'aborder, mais c'est un film que Spike Lee, et tu l'as bien dit en fait en ouverture là donc de cette room, qu'il a fait en réaction à ce qui lui avait été reproché à un moment donné, donc par rapport à un précédent film. Donc, je rejoins complètement Françoise dans le sens où lui, il a un plan de carrière, Spike Lee. Il sait quel film il veut faire, il sait ce qu'il veut raconter de la communauté et il sait ce qu'il veut montrer, en tout cas à un moment donné, à l'Amérique blanche. Et donc, ce qu'il a pu raconter à un moment donné, je pense, au niveau de l'émission là d'Henri Chapier, le Divan, je l'ai vu aussi. C'est sa meilleure interview télévisuelle.
Je vous conseille vraiment. Ouais. Elle était sur YouTube, ils l'ont retirée. Maintenant, elle est sur Lina, mais il faut payer pour regarder. Mais je vous conseille vraiment d'aller voir. Ça dure une demi-heure. C'est sa meilleure interview télévisuelle en France de Spike. Vas-y, je t'ai coupé, continue. Ça n'a rien le divan que Marc-Olivier Fogiel a fait par la suite, si je peux me permettre. Je referme la parenthèse. Mais donc, il a un plan de carrière, il a, enfin, en tout cas, des thématiques sur ses premiers films qu'il a pu réaliser, et tout est différent, en fait. Et je conclurai, moi, sur quand il a reçu un Oscar d'honneur, tu vois, où effectivement, moi, j'ai le sentiment qu'il y a eu un espèce de cheminement ou de parcours, ou ouais, c'est ça, de vision, en fait, qu'il a pu mettre en place, aussi bien pour faire émerger un certain nombre de comédiens, mais aussi bien aussi pour gratter, j'allais dire, la société américaine, pour faire remonter à la surface, en fait, certaines thématiques qui ne sont toujours pas résolues à l'heure actuelle, en fait. Voilà. Mais Atisso, tu considères qu'il y a parce que tu parles de happy end concernant Jungle Fever. Il n'y a pas d'happy end dans Jungle Fever. Après, je ne parle pas d'happy end. C'est Céline qui soulevait que pour elle, voilà, c'était pas un happy end, etc. Non, ce que moi je dis, c'est que dans la structure du film, il faut la prendre telle quelle. On a Flip, un architecte qui bosse dans un cabinet, qui n'est pas reconnu, tac, qui tombe, amoureux ou pas, ou je sais pas, où non, qui flash, qui flash blanche, ça cause des dégâts dans sa famille. Donc ça, c'est le truc vraiment classique d'un film. Et on se retrouve quand même à la fin, donc au niveau de sa trajectoire, il retourne au bercail, il retourne à son point de départ, évidemment avec une valeur à ajouter, c'est-à-dire que voilà, il a non, mais elle lui demande de partir. C'est-à-dire que même quand il retourne au bercail, c'est que quand tu vois la dernière scène du film, et c'est là où il y a une ambiguïté, je trouve. Enfin, oui, mais regarde, chacun a son interprétation sur la fin du film. Chacun a son interprétation, mais la fin du film, il raccompagne quand même sa fille à l'école. C'est une séquence qu'on a déjà vue. La scène d'amour entre lui. Oui, c'est une séquence qu'on a déjà vue dès le début. Je suis tout à fait d'accord. Mais après la scène d'amour, elle lui demande de partir, donc lui, il s'en va. Oui, mais tout ce qui va se passer par la suite, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est négatif, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est positif. Ce que j'essaie de raconter là, c'est de dire qu'en fait, dans ce film-là, c'est pas forcément une histoire de métissage sur lequel il faut s'attacher ou s'attarder. C'est plutôt de rendre compte d'un homme ou d'une femme qui pourrait avoir une attirance pour une autre communauté ou pour une personne de sa culture, et que ça a forcément donc des incidences et des conséquences au sein, j'allais dire, donc de sa communauté d'origine. J'ai cité dans le chat Just a Kiss qui m'était venu en mémoire, un film de Ken Loach. J'ai cité aussi un autre film, voilà, il était une fois dans le Bronx, qui était réalisé par Robert De Niro. Et c'est des choses qui sont un peu abordées d'une certaine manière. Mais là où moi je trouve que Jungle Fever est beaucoup plus fort, c'est qu'il est plus cash, plus cru et direct. Et ce qui est intéressant, c'est au-delà de rester juste à l'échelle du couple, on regarde aussi tout ce qui se passe autour. C'est pas simplement une histoire de couple, en fait. C'est avec ce qui se passe quand tu vas au restaurant, ce qui se passe quand tu décides d'aménager un endroit, quand ils se baladent dans la rue et qu'ils sont interpellés par la police, ce qui se passe. C'est ça. Donc, c'est au-delà du métissage, parce que effectivement, nous, quand on parle de métissage entre nous, j'allais dire ici en Europe ou en France, on est souvent dans cette dimension d'une valeur ajoutée, d'une valeur positive. Exactement. Et ce que Samba disait tout à l'heure, quoi, que ça pourrait être une solution en fait pour dépasser un petit peu les clivages qui peuvent exister entre certains clans, si je puis dire. Donc, pour moi, si je reviens vraiment à l'échelle donc du film, je ne saurais pas répondre moi à cette question, mais je reviens juste à l'origine, à savoir que Spike Lee a fait un film en réaction. Et au-delà donc du film en réaction, je pense que ce film-là, comme d'autres films qu'il a pu faire par la suite, s'inscrivait dans un programme assez précis. Voilà. Et en ce sens-là, voilà, il est cohérent. Mais quand je pose la question de métissage, je veux pas la mettre uniquement sur le relation de couple, en fait, sur le couple mixte. Quand je pose la question, est-ce que c'est un film contre le métissage, c'est justement, parce que, comme le montre le film, chacun vit dans son coin et on ne se mélange pas. Que ce soit sur une relation, que ce soit sur un couple mixte, ou même question d'amitié,
de relations humaines, de vie, quoi. C'est ça qui est flagrant dans le film. C'est que... Oui. Pardon. Excuse-moi de te couper, mais n'est-ce pas une facette justement des États-Unis que l'on connaît que trop bien et qui perdure encore aujourd'hui? Oui, bien sûr. Mais oui, bien sûr, ça continue, ça continue encore aujourd'hui. Mais c'est pour expliquer le choix de ma question, quand je dis est-ce que c'est un film contre le métissage, c'est sur toutes ces thématiques-là. J'ai pas voulu mettre uniquement sur l'aspect couple noir-blanc ou couple mixte ou couple interracial. Est-ce que c'est un film qui montre que les gens ne se mélangent pas, quoi, quelle que soit la catégorie sociale. Est-ce que c'est un film communautaire, quoi? Ça aurait pu être ça la question aussi, quoi. Ah. Sur cette question-là, on peut dire oui. Parce qu'on a les Italiens d'un côté, les Noirs de l'autre. Bon. Donc voilà. Kevin, attends, juste un truc. Là, on fait notre discussion entre nous, mais les gens qui sont en bas, là, vous pouvez monter. Ah bah oui, les micros sont ouverts. Hein. Ouais, c'est bien, on est dans notre salon et tout, on a l'habitude, mais n'hésitez pas à lever la main. Moussa, Lorraine, Gabi, Traoré. Voilà. Hein. Il n'y a pas de, il y a pas de souci. Vas-y, Kevin. Ah, pardon. Kevin. Non, pour toi, je t'en prie, hein, t'as un truc à dire. Non, vas-y. J'allais dire, parce que pour rebondir sur ce que venait de dire Samba, qu'il aimerait bien qu'il y ait d'autres personnes qui parlent, moi, je trouve ça aussi juste intéressant comment la question, finalement, de l'infidélité n'est pas traitée. La question qui est traitée, bah ouais, mais on voit même, avec une femme d'une autre communauté. C'est pas le sujet. On comprend que c'est même pas, que c'est pas le problème, pas quoi. Donc, sous-entendu, en fait, je sais pas si c'est normal que les femmes noires soient trompées ou que les hommes trompent les femmes, ce qui sont deux autres sujets, mais je trouve ça aussi super intéressant. Je te donne la parole, Kevin. Oula, qu'est-ce que je peux dire après ça? Ouais, c'est vrai que c'est pas du tout, c'est pas du tout, ou en fait, est-ce que c'est pas traité, je ne sais pas, mais nous on n'en parle pas ici en tout cas. Mais c'est vrai que c'est très très intéressant de parler. Parce que je pense que c'est pas l'amour le sujet. C'est ça en fait, c'est pas l'amour le sujet. C'est pas l'amour le sujet en fait. Le sujet de la roue, non, le sujet du film. Bah oui, mais enfin, c'est pas l'amour le sujet. Après, tu te maries, tu fondes une famille. Par rapport au film, hein. Spike Lee, quand Wesley lui annonce qu'il a trompé sa femme, ok, il a assez, il devient pas fou, quoi. Tu l'as trompé, blablabla, et ta famille, etc. Il commence à réagir, il est en réaction quand il lui dit que c'est une blanche. Et là, ça commence en fait. D'ailleurs, à mon sens, le film commence là. Donc voilà. Et encore une fois, ça va au-delà de l'amour, tu vois. Tu peux le mettre sur juste le sens de la famille. Et même le révérend, là, alors certes, il dénonce l'infidélité, mais en fait, la puissance de son discours face à la jeune afro-italienne, j'ai oublié son nom, italo-américaine, c'est Angela, voilà. La puissance du discours, c'est en fait ce qu'il dit par rapport à l'esclavage. Par rapport à la place de la femme blanche pendant l'esclavage et comment il dit voilà en fait vous êtes en train d'essayer de combler quelque chose que vous les femmes blanches vous avez manqué pendant cette période de l'esclavage qui est complètement ouf parce qu'en plus pour le coup les Italo-Américains ils n'avaient même pas participé à cette histoire-là mais ouais c'est même lui finalement on voit bien que ce qui le dérange c'est pas seulement qu'il ait péché tromper sa femme c'est que c'est aussi le volet sur la femme sur le fait qu'elle soit blanche quoi. Oui, mais après, ça c'est. Vas-y. Ça, c'est un peu aussi un fait qu'on entend dans la société. Enfin, en général, j'ai déjà entendu dans ma famille ou près d'amis, on pardonne moins si le conjoint a trompé avec une femme blanche qu'avec une femme noire, quoi. C'est vraiment une espèce de. C'est encore pire que tout, en fait. Donc, c'est ça qui parle dans le film. En fait. Donc oui, il l'a trompée, et là avec une femme blanche, ça veut dire quoi pour elle en fait? Qu'est-ce que elle est comment lui voit sa femme en fait? Qu'elle vaut moins qu'une blanche.
Alors là, dans le chat, il y a un commentaire de Traoré Bintou Marianne qui dit que si c'était une femme noire, ça allait pas être grave. Les enjeux auraient été complètement différents, en fait, par rapport à la... Mais en fait, c'est ce que je venais de dire, c'est-à-dire que... juste si je peux me permettre de prendre la parole. Quand je dis Spike Lee, je ne sais pas si tout le monde a vu le film ou pas, et celle qui a fait le commentaire, je ne sais pas si elle a vu le film, mais réellement, Spike Lee ne réagit qu'à partir du moment où il lui dit que c'est une blanche. Donc effectivement, qu'il la trompe, sous-entendu avec une femme noire, avant qu'il sache que c'est une blanche, ce n'est pas un sujet. Donc effectivement, les enjeux auraient été différents parce qu'il n'y aurait pas eu d'enjeu. Bah oui, mais si. Mais en tout cas, c'est comme ça. Mais moi, le c'est la titre lecture, Jungle en tout Fever, cas, que j'en fais. c'est explicite. Sinon, si ça avait... C'est très explicite, complètement. Et d'ailleurs, c'est toute l'histoire du film. Mais complètement. Donc, si c'était avec une femme noire, déjà, on n'aurait pas titré Jungle Fever, ça aurait été sur d'autres enjeux, en fait. Sur d'autres choses. Peut-être qu'il aurait joué sur le colorisme. Ouais, alors je trompe ma femme, je trompe ma femme avec une femme noire. Est-ce que le colorisme, alors est-ce que c'est une femme dark skin ou light skin? Est-ce que c'est un tel? Quel niveau social? Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que c'est... Donc voilà, il y aurait eu d'autres enjeux, mais ça n'aurait pas été un film, ça n'aurait pas été un film sur la thématique des relations humaines, de la question raciale et de... Voilà, sur les thématiques qu'il aborde, du racisme, etc., etc. Ça aurait été sur d'autres enjeux, ça aurait été plus une comédie, enfin, plus un drame romantique entre les Noirs que sur la société véritablement américaine dans la ville de New York, en fait. Et en même temps, je trouve ça très intéressant que ce soit une Italo-américaine et que ce ne soit pas une américaine white. Parce que c'est encore c'est encore autre chose. Dans la notion de communauté. Comme je l'ai dit au début de la room, quand j'ai introduit le film, il prend la communauté italo-américaine par rapport aux événements qui sont arrivés en 89 avec la mort du jeune adolescent de 16 ans, quoi, qui a été tué dans le quartier de Bensonhurst à Brooklyn. Donc Bensonhurst, je rappelle, c'est un quartier essentiellement italo-américain, et un jeune noir a été tué dans ce quartier-là. Donc ça a bouleversé, à l'époque, ça avait bouleversé la ville de New York. Et en plus, Spike Lee rend hommage à ce jeune adolescent. Au début du film, on voit sa photo. Donc je pense que suite à ça, il a voulu faire un film qui confronte encore les communautés, mais là, cette fois-ci, il prend la communauté italo-américaine et la communauté afro-américaine, alors que par exemple, dans son précédent film où il traitait justement des relations entre les communautés, c'était Do the Right Thing, il parlait de toutes les communautés qui constituaient le quartier de Bed-Stuy, en fait. Donc, en fait, il parle il met en film ses préoccupations et son ressenti par rapport aux événements qu'il a vécus. Donc voilà. Samba ? Ouais, bah écoute, on a quand même un peu dépassé l'heure. Donc, non, mais c'était intéressant. Je sais pas s'il y a d'autres commentaires à faire, mais on a un peu explosé le temps. Non, mais c'était intéressant de parler de Spike. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Spike Lee. En plus, comme on est en pleine période du Festival de Cannes et que ça a été un film il y a 30 ans, plus précisément en 1991, au mois de mai 1991, qui a été en compétition officielle au 44e Festival de Cannes, et qu'on est en pleine période de Festival de Cannes, donc c'était intéressant d'aborder un film. Et ça fait toujours plaisir de parler de Spike Lee. Ça fait toujours plaisir de parler de Spike Lee. Parler des filles, parce qu'on n'en parle pas assez. Céline, petite question. Ouais, je voulais Céline. savoir, à quel moment on n'a jamais explosé le compteur, en fait? Parce que Samba, tu dis toujours la même chose. On l'explose à chaque fois. On l'explose à chaque fois. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, ça fait bien comprendre aux gens qu'on a dépassé l'heure. Ça marche. Mais ouais, effectivement, je sais pas si, en tout cas, c'est rare qu'on fasse un film à 20h30. parce qu'il y a des points de vue qui sont intéressants, et les gens dans notre room
ont le temps de développer leur point de vue et c'est important pour nous. Donc, ok. voilà. Bon, alors, s'il y a une dernière remarque, on peut la donner. Moi, ce que je voulais rajouter, voilà, c'est que il y a 3 films qui sont référencés par rapport à la question du couple mixte, des relations interraciales. Le premier film qui en a parlé, c'est Devine qui vient dîner, avec Sidney Poitier. Et à l'époque, c'était une vision de Hollywood des années 60 très édulcorée. Il y a ensuite, comme on l'a dit dans la room ce soir, le Jungle Fever qui aborde cette thématique-là d'une manière frontale. Et c'est même très bien. C'est la première fois qu'un film abordait des relations interraciales de manière frontale. Ça, c'est le deuxième film, c'est Spike Lee il y a 30 ans. Et aussi, on peut le mettre aussi Get Out de Jordan Peele aussi. Parce qu'à la base aussi, ça parle aussi de couple mixte et tout, et qui aborde ces sujets-là, les relations interraciales, mais sous le prisme du thriller et du film d'horreur, en fait. Donc voilà les 3 films références sur cette thématique-là. Vas-y, Samba. À toi, Samba. Ouais, et après, c'est vrai que sur ces 3 films-là... on voit l'évolution, quoi. Ça marque aussi l'évolution du cinéma, et du regard du cinéma afro-américain et du regard que Hollywood... Clairement, le premier, il y a quand même une volonté de... justement, d'encourager les relations interraciales et de... de dire que c'est possible. Là, pour le coup, on est vraiment dans l'histoire d'amour et la politique elle est là parce que finalement on a une personne qui est censée être de gauche, le père, et qui a du mal à accepter un homme noir, et ensuite sur Spike Lee, là on explore vraiment la question de la conflictualité entre les communautés, et puis dans Get Out, là, on n'est pas tant dans la conflictualité, on est en fait dans le rapport... dans le fétichisme, dans le fantasme. Et dans le fantasme, mais aussi le rapport de pouvoir, en fait, sur le fait que, les Blancs ont un rapport de possession avec les personnes noires, et qu'en fait, il y a ça aussi qui rentre en jeu, et que la relation est difficilement équilibrée. Et il y avait, après, il y a plein d'autres messages politiques, mais je pense que elle est vraiment plus sur la notion du déséquilibre et de la question du pouvoir que les Blancs ont, et l'énergie qu'ils essayent de puiser chez les Noirs, que ce soit dans les relations de couple comme dans d'autres relations entre les Blancs et les Noirs, quoi. Je pense que c'est comme ça que je verrais les différences d'angle politique abordées sur ces 3 films. Okay. Ouais. Du coup, ça fait une bonne ouverture. Donc, ça veut dire que le prochain, ce sera qui vient dîner ce soir. On l'a pas encore fait, celui-là. Alors, voilà, ce sera intéressant de oui, parce qu'on a fait Get Out, et là on l'a fait Get Out. Peut-être une prochaine fois. Peut-être qu'on le fera quand il arrivera quand il sera disponible sur les plateformes accessibles en VOD pour le public. Donc voilà. Donc, on va passer aux sorties ciné de la semaine. Il n'y a pas grand-chose. Je ne sais pas s'il est encore en salle. Irma. Ah oui, il est encore en salle. Il est en salle, voilà. J'ai pas encore eu la chance de le voir. Et on verra si je trouve le temps. J'ai une amie qui est partie le voir et qui m'a dit Dadju, il est très beau. Voilà. Donc voilà. Sinon, il y a le festival Tigritude dont je vous avais parlé, qui avait eu lieu en janvier au Forum des Halles, et qui s'exporte au Sénégal. Donc il est en ce moment à Dakar depuis le 24 jusqu'au 28 mai, et puis du 2 au 5 juin à Saint-Louis. Donc si vous êtes au Sénégal, et j'ai beaucoup d'amis en ce moment qui sont au Sénégal pour la Biennale de Dakar, les coquins, profitez-en. Et sinon, après le reste, les gens sont au Festival de Cannes, hein, amusez-vous bien. Nous, on est là, à Paris, mais c'est pas grave. Il n'y a pas de seum dans ma voix. Non, il n'y a que de la bienveillance. Ici, c'est que de la bienveillance. Il n'y a pas de seum du tout.
Et du coup, Essimi, pour la semaine prochaine. Oui, alors exceptionnellement, il y aura une room Ciné Club Afro la semaine prochaine, le jeudi 2 juin à 19h30. Ça sera un documentaire qui a un lien avec il y a un lien avec Jungle Fever. C'est le documentaire Crack, Cocaine, Corruption et Conspiration. C'est sur l'histoire du ravage du crack dans les grandes villes américaines, et notamment qui a décimé la communauté noire. Ce documentaire est visible sur Netflix, et on aura un invité qui viendra dans la room en parler avec nous. C'est Eros Sana, qui vient souvent dans nos rooms, en fait, qui est un spécialiste sur ces questions-là, sur le crack et sur la société américaine. Donc, il sera parmi nous. Donc, c'est jeudi 2 juin à 19h30, le documentaire Crack, Cocaine, Corruption et Conspiration, qui est regardable sur Netflix. Voilà, Samba. Ok. Du coup, on va s'arrêter là. Voilà. et donc, Essimi, le mot de la fin. Alors, comme dirait notre très cher ami Quentin Tarantino, vive le cinéma, et notre marraine, Zane Passy, vivre notre cinéma. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, suivez-nous sur Twitter, sur Instagram, followez-nous si vous êtes encore là sur Clubhouse. Un petit mot parce que je suis le représentant d'Africulture quand même. Il y a la campagne en ce moment de crowdfunding pour nous aider à faire plus avancer, à relancer la revue, à nous aider dans nos difficultés. Donc, vous avez toutes les informations si vous allez sur la page Instagram Afriscope Africulture ou sur les pages Facebook, Twitter, etc. Si vous me suivez, vous aurez toutes les informations. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre. On a quelques surprises à annoncer dans les prochains jours. Donc voilà, merci à tous de nous suivre et je vous souhaite à la semaine prochaine. Bonne soirée à tous. Merci de nous avoir écoutés. Si vous voulez participer à l'émission, retrouvez-nous sur l'application Clubhouse dans le Ciné Club Afro, un jeudi sur 2 à 19h30.